Aujourd'hui est un jour spécial parce que je vous emmène à la rencontre de Linda Taku. Linda, c'est une jeune dame qui a quitté la France pour venir installer au pays un business pas comme les autres. Pourquoi? Parce qu'elle apprend aux Africains comment faire du sexe. Oui, elle fait un business de sexe. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche du tonnerre. Attention, on n'est pas ici dans quelque chose de sale. Vous allez découvrir concrètement comment elle fait pour gagner de l'argent grâce à ça. Et peut-être que ça va vous inspirer parce qu'en fait, les problèmes que Linda résout, ce sont des problèmes que la majorité des personnes rencontrent. Restez donc scotchés parce que ce qui va suivre est juste énorme. C'est une interview qui est longue mais que vous n'allez absolument pas voir passer du tout. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que c'est grâce à ça qu'on va faire émerger notre continent. Donc pour toi aussi participer à cette aventure révolutionnaire, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus. Et puis pour ceux d'entre vous qui veulent gagner un peu plus d'argent, avoir une seconde source de revenus, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Dans les prochains jours, on va faire des formations dans plusieurs villes. Si vous êtes en Allemagne, à Francfort, ce sera le 21 mai et à Paris, ce sera le 28. Pour ces trois dates-là, dans la barre de description, vous avez des liens qui vous expliquent le programme de la journée. Venez vous former. Il est plus que temps d'augmenter vos finances et de passer à un autre stade. Pour le moment, allons rejoindre Linda. Merci beaucoup Linda de nous accueillir dans ton magnifique centre. Avec plaisir Philippe. Ok, est-ce que tu peux d'abord juste te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Déjà, merci beaucoup Philippe de venir au Centre Naître en Rose découvrir le travail que je fais. Je m'appelle Linda Taku, je suis sexologue et sage-femme. J'ai fait mes études en Tunisie à la faculté de médecine de Sfax et ensuite je suis allée en France continuer mes études à la Sorbonne de Paris. Je suis rentrée au Cameroun, ça fait quelques temps maintenant, pour créer ce Centre Naître en Rose qui est un espace bienveillant d'accueil et de formation autour de la naissance, de la parentalité et de la sexualité. Alors, très très beau projet, mais projet un peu inédit quand même ici parce que finalement, je ne sais pas, on va en parler, comment est-ce que les gens ont accueilli l'idée de venir parler de sexologie sur place. Mais déjà, d'où te vient cette idée de créer ce type de business? Parce que clairement, c'est pas commun. C'est sûr, effectivement, que créer ce type de business, c'est pas commun. Moi-même, je me suis pas encore que Linda, donc de tous les business qu'on peut faire ici dehors, de tous les travaux que les gens on peut faire ici dehors, tu n'as vu que le travail là-bas pour faire. Bon, voilà, il faut de tout pour faire un monde. Donc, je fais partie de ce tout pour faire un monde là. En fait, mon aventure avec Naître en Rose, ça a commencé, ça fait 10 ans maintenant, quand j'étais sage-femme en Tunisie. J'ai vécu en fait un accouchement qui a été très traumatique pour moi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'étais de garde ce jour-là et on a une femme qui est venue pour accoucher. Et cette femme, avec du recul, je pense qu'elle avait un vaginisme. Qu'est-ce que le vaginisme? C'est une contraction involontaire des muscles du périnée qui empêche toute pénétration. Des femmes qui ont un vaginisme, ce sont des femmes qui vont avoir des rapports sexuels très difficilement. Et donc, comme c'est très mal diagnostiqué, elles peuvent le vivre parfois comme un viol. Et surtout, ce sont des femmes qui ne se laissent pas examiner. Donc, même quand elles vont chez le gynécologue ou même chez la sage-femme, très souvent, ces femmes, on n'arrive pas à leur faire un examen gynécologique, un toucher vaginal pour apprécier l'état de leur col. Et donc, ça, c'est a posteriori que je me rends compte de ça. Et donc, cette femme, quand elle est venue pour accoucher, elle avait extrêmement mal. Déjà que l'accouchement, le travail des contractions de l'accouchement crée énormément de douleur. Et cette femme, non seulement elle avait très mal, mais elle était très agitée. Donc, et en plus, elle ne se laissait pas du tout examiner. Donc, quand ça s'est passé, on se dit, bon, c'est comme toutes les femmes. Peut-être que c'est parce qu'elle a mal, parce qu'elle ne sait pas comment gérer la douleur. Et donc, au moment d'accoucher, elle a croisé les pieds. Donc, le bébé, on était déjà à presque 10 cm de dilatation. Et encore pour l'examiner, c'était vraiment très compliqué. On avait vraiment l'impression qu'on la forçait. Or, il fallait qu'on le fasse pour apprécier l'état de dilatation et d'avancement du travail. Et donc, quand elle était à dilatation complète, elle a croisé les pieds. Qu'elle n'accouche pas. Et là, on se regardait, je pense à cette époque-là, j'avais une collègue sage-femme, donc elle appelait tout le monde parce que la dame refusait d'accoucher, elle avait croisé les pieds. Et je me rappelle ce soir-là, ça a été un des accouchements les plus spectaculaires que j'ai vus. On s'est retrouvés à peu près à 7 à faire cet accouchement. Donc, il y avait une personne qui tenait cette main, il y avait l'autre qui tenait l'autre main, il y avait une personne qui tenait ce pied, l'autre qui tenait l'autre pied, une personne qui faisait une expression utérine, qui sont des pratiques totalement contre-indiquées même par l'OMS.
En face d'elle, il y avait quelqu'un qui faisait un forceps. Donc, à l'accouchement par forceps, c'est un accouchement instrumental. Donc, on introduit un appareil pour faire sortir le bébé. Et en plus de ça, épisiotomie, sans compter ceux qui gueulaient, qui criaient. Madame écartait les jambes, on la tapait. Bref, c'était juste... Vraiment, ça m'a trop marqué. Au final, le bébé, il est né. Pour moi, j'ai été choquée. Déjà, en tant que femme, je me suis dit, hey Seigneur, j'espère que quand je vais passer par là, ça ne doit pas être comme ça. Donc, j'ai dit, moi, je n'ai pas envie de vivre ça en tant que femme. Et aussi, en tant que sage-femme, j'ai dit, non, c'est pas ça mon métier. C'est pas comme ça que j'ai envie de travailler. Même si tout le monde travaille comme ça, même s'il y a voilà, l'accouchement, il y a de tout qui peut se passer à ce moment-là. J'ai dit, non, moi, je n'ai pas envie de travailler comme ça. J'ai pas envie que les femmes qui déjà, je trouve qu'elles sont tellement puissantes et tellement fortes au moment où elles accouchent, elles font déjà énormément de temps. Le travail peut durer parfois 24 heures, c'est une primipare. Donc c'est très douloureux, les contractions pour faire venir le bébé et que en plus ça se passe comme ça, quoi. J'ai dit que non, je veux pas travailler comme ça. Et puis en tant que sage-femme, j'ai dit c'est pas ça mon métier. Mon métier de sage-femme, c'est d'accompagner les femmes à donner la vie. Les accompagner à se sentir pleinement puissantes à ce moment-là, pleinement fortes et surtout qu'elles sentent qu'elles ont la capacité de pouvoir faire ce merveilleux travail que l'humanité leur a confié. Et donc, du coup, j'ai dit, là, il faut qu'on fasse quelque chose. Et moi, mon idée à la base, elle était toute simple. Vraiment, elle n'était pas compliquée à la base. À la base, je me disais, est-ce qu'il est possible qu'on voie les femmes avant, donc pendant le suivi prénatal, et on leur explique ce qui va se passer. C'est important de s'expliquer. Vous voyez pourquoi est-ce que c'est important. Donc, j'ai dit, si on leur explique ce qui va se passer déjà, le fait d'avoir l'information, ça diminue l'anxiété. Le fait également qu'on a l'information, ça fait qu'on est mieux préparé. Et aux femmes que j'accompagne ici au centre, je leur prends, même quand je fais des sensibilisations, je prends toujours cet exemple en disant, voilà, l'accouchement, c'est comme si vous allez passer un examen. Donc, on est en début d'année scolaire, vous avez 9 mois pour préparer votre examen. Soit, vous ne faites rien, vous attendez, vous passez les 9 mois et puis le jour de l'examen, vous arrivez avec la frousse parce que vous ne savez pas exactement ce qui va se passer, vous ne connaissez pas les épreuves, vous n'avez rien révisé et puis ça sort comme ça sort. Ou alors, vous savez que vous allez passer un examen. L'examen, c'est l'accouchement. Vous avez un vrai événement qui va arriver, qui va bouleverser totalement votre vie. Et vous prenez le temps de vous préparer trimestre après trimestre. Pour chaque trimestre, vous passez vos examens, vous vous assurez que vous maîtrisez vos leçons. Et ça fait que à 1 semaine à 2 semaines du grand jour, vous êtes confiante parce que vous avez vu les différentes possibilités qui peuvent arriver. Donc ça vous apporte de la confiance et surtout ça vous apporte de la sérénité. L'accouchement est déjà assez stressant comme ça. On n'a pas besoin de rajouter en plus de l'adrénaline. Et en plus, quand les femmes sont trop stressées, elles sécrètent de l'adrénaline, qui est une hormone qui est antagoniste à l'ocytocine, qui est l'hormone qui va permettre justement le déroulement le plus naturel et le plus physiologique du travail. Donc, c'est ça ma philosophie. Donc, je dis aux femmes, vous avez 2 choix. Vous savez que ça va arriver de toute manière. Soit vous anticipez, vous faites des choses bien, pour vous-même être calme, sereine, pour gérer, pour même, limite, kiffer le moment. Ou alors, vous ne faites rien et puis ça sort comme ça sort. Le jour où ça se passe bien, tant mieux. Le jour où ça ne se passe pas bien, ça peut être que la malchance tombe sur vous. Et on a toutes les conséquences qu'on a, que ce soit au niveau médical, parce que les hémorragies du postpartum, toutes les complications qui peuvent survenir au moment de la grossesse, il y a beaucoup qui peuvent être anticipées. Je prends l'exemple, par exemple, d'une macrosomie fœtale. Une femme, par exemple, pendant la grossesse, elle doit prendre entre 9 et 12 kilos. Or, dans notre culture, on dit, quand les femmes mangent beaucoup, on leur dit « Oh, c'est l'enfant qui pleure, c'est l'enfant qui demande » et du coup, on te réveille à minuit, 1 heure pour aller acheter quelque chose. Ou alors, les femmes mangent parfois pour 2, mangent comme 2 au lieu de manger pour 2. Et donc, elles prennent énormément de poids et donc le bébé grossit trop. Et au moment de l'accouchement, c'est plus compliqué parce que la descente doit se faire de manière beaucoup plus difficile. Le travail sera plus dystocique, sera plus long, l'utérus sera fatigué. Et s'il est fatigué, quand le bébé sort, il n'arrive plus à se rétracter. On a des hémorragies, des complications, et ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est de dire, on peut faire mieux. Et on peut faire longtemps à l'avance. Et je dis toujours aux femmes en disant, vous êtes tellement puissants, vous avez une force en vous que vous n'imaginez même pas. Et si vous réussissez à vraiment manifester cette puissance-là, cette confiance en vous, si vous réussissez vraiment à être actrice de votre naissance, le reste de votre vie, ça va être génial. Ce genre, vous avez confiance en vous, je suis capable de donner la vie. Et donc, je suis capable d'en prendre soin. Et c'est vraiment un boulevard pour qu'après, ça se passe au mieux. Donc, voilà qu'est-ce qui a été le déclenchement de Naître en Rose. Et après, bien sûr, comme tout entrepreneur, quand on se lance dans un projet, on voit toutes les dérivations. Pour ne prendre que le cas de cette femme, il y avait un vaginisme.
qui n'a pas été diagnostiquée, comme beaucoup de pathologies qui impactent la sexualité des gens. Il y a l'accompagnement qui n'a pas été fait déjà pendant tout le suivi prénatal, ou alors ça a été très mal diagnostiqué, ou alors on a dit, voilà, je ne trouve même pas les mots pour dire, mais bon, c'est sûr qu'on n'a pas pris très au sérieux ce qu'elle vivait. Et surtout en sa de naissance, au lieu de l'accompagner, de la soutenir dans ce moment qui est assez important pour elle, on n'a pas su quoi faire en fait, ou on n'a été pas assez bienveillant. Et moi, je pense qu'on a besoin de ça. Je pense que les femmes donnent énormément pour la vie. Et au moins, donnons-leur un peu de bienveillance, un peu de courage, un peu de soutien pour que ça se passe au mieux. Pour elles, pour les soignants, pour le père dehors qui attend, pour la famille qui attend et pour tous les soignants. Donc voilà comment est née l'aventure Naître en Rose il y a 10 ans. Et du coup, maintenant que tu es revenu ici pour faire ça au pays, est-ce que tu as le sentiment que c'est un message que les femmes écoutent? Et quel est un peu le profil des femmes que tu as ici en patientèle? Alors, ici au Cameroun, c'est assez particulier parce que justement, comme tout entrepreneur, quand on est dans la diaspora et qu'on décide de rentrer, implémenter un projet, on a un peu notre idée de la diaspora. Oh, que je me rappelle quand je suis arrivée, j'avais une idée toute faite en disant oui, je vais venir au Cameroun, je vais proposer la préparation à l'accouchement, toutes les femmes vont courir, venir comme si elles attendaient. Ça ne se passe pas du tout comme ça, du tout parce que c'est une question de culture. Ici au Cameroun, par exemple, on a une culture de la douleur, il faut le dire. C'est pour ça que les trucs comme les péridurales, le fait de crier... Les gens ne prennent pas beaucoup la péridurale ici. Non, déjà que les gens ne prennent pas parce que déjà c'est culturel. Les gens ont très peur de la péridurale en disant « Oh, ça peut bloquer ton dos. Oh, tu peux arriver là-bas, tu cales sur la table. » Il y a cette question culturelle, cette peur. Et en plus, tu sais qu'au Cameroun, on a beaucoup de peur sur un peu tout et rien. Donc, ce n'est pas le sujet du jour. Et aussi, il y a une question de coût. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Et le troisième facteur, c'est aussi avoir les professionnels qui sont formés pour ça. Parce qu'une femme qui prend la péridurale, le mieux, c'est qu'elle soit préparée déjà pour savoir, mais parce que ce qu'on oublie de dire en fait, c'est que la douleur de l'accouchement pour les femmes, je leur dis toujours, c'est une douleur qui vous veut du bien. Pourquoi? Parce que plus vous avez mal, plus ça veut dire que c'est en train de finir, ça veut dire que le bébé, il est en train d'arriver. Donc, c'est une douleur qui vous fait bien. Ce n'est pas comme une douleur comme quand tu te casses le pied ou là tu pleures parce que je parle par exemple, je me suis cassé le pied quand j'étais étudiante et je sais ce que c'est. Je me rappelle quand je pleurais, j'ai dit que ouais, je pleure même pas comme ça là. C'est même pas comme une femme qui pleure et après elle va avoir un bébé. Moi, je pleure tous les larmes de mon corps. Mes parents ne sont pas là et je ne peux rien y faire. Or, la douleur de l'accouchement, c'est une douleur où vous avez un résultat à la fin. Donc déjà, le simple fait de changer le mindset des femmes par rapport à l'appréciation de la douleur, c'est totalement différent de un. De deux, je leur explique bien en fait que c'est une douleur qui est gérable. Vous n'avez pas mal en continu, c'est faux. Vous avez des pics. Voilà, vous avez des pics de douleur. Sauf qu'entre les pics de douleur, il faut se reposer. Et sauf qu'elles ne se reposent pas, elles ne prennent pas le temps, elles sont voilà, dans la panique, donc l'adrénaline est très importante. Et elles n'ont pas en fait l'impression qu'elles se reposent. Donc tu vois que c'est déjà toute une éducation à faire aux femmes sur c'est quoi la douleur de l'accouchement. Sans compter qu'il y a aussi, tu sais, au Cameroun, on est très enclin à la culture, à la transmission. Il y a aussi ce que les mamans transmettent aux jeunes filles, à leurs filles. Donc, il y a ce que ta mère a vécu, ta sœur a vécu, ton ami a vécu. Donc, pour elle, ça s'est mal passé. Donc, elle ne te donne pas absolument un bon retour. Et on te dit, bon, ça va faire mal, gère comme tu gères. Donc, les femmes, quelque part, elles sont un peu résiliées. Elles disent, bon, on va gérer. Comment tu fais pour avoir des clientes alors? Parce que comment est-ce que je fais pour avoir des clientes? C'est vrai qu'au début, c'était très difficile. Et j'ai discuté avec des entrepreneurs ici. Et une fois, je me rappelle, j'ai fait un brainstorming. Et on m'a dit, ben, essaie de te rapprocher plutôt directement des structures. Donc, ce que j'ai fait, ce que je suis en train de continuer à faire, c'est d'aller vers des structures qui proposent déjà des soins de suivi prénatal. Actuellement, je suis en pourparlers avec une clinique. On est presque en train de finaliser. Mais bon, ça a pris le temps que ça a pris. Et là-bas, je vais proposer directement de la préparation à l'accouchement pour leurs femmes. Parce que ce sont des femmes d'un certain niveau, il faut le dire, qui comprennent. Hein. Voilà. Il y a la question du niveau économique, mais qui savent déjà en fait que j'ai besoin de ça. Mais jusque-là, elles ne trouvaient pas où... Tu n'as pas besoin de les convaincre. En fait. Voilà, exactement. Je n'ai pas besoin de les convaincre. En fait, en venant, elles disent génial. C'est ça en fait qu'il fallait. Et même les quelques femmes qui viennent ici au centre, ce sont des femmes en fait qui ont déjà le besoin. Et c'est aussi les femmes qu'on a rencontrées à l'hôpital parce qu'on fait beaucoup de sensibilisation dans les hôpitaux publics parce que c'est là qu'on a commencé. C'est quelque chose que je n'avais pas anticipé assez avant. Et donc, je vais dans les hôpitaux publics et je parle aux femmes. Et c'est elles parce qu'elles nous ont déjà vues en action, parce qu'on leur a expliqué ou parce qu'on leur a fait une démonstration
démonstration de séances de prépa avec des ballons parce qu'on a pu répondre à leurs questions avec bienveillance. Elles se sont senties en confiance, elles se sont senties encouragées. Là, en fait, après, elles peuvent venir. Mais juste venir comme ça, voir une femme en route étudier la préparation à l'accouchement, elle dit que oui, elle prend le flyer en disant merci, elle marche et puis c'est tout. Donc, il faut vraiment prendre le temps de sensibiliser, d'éduquer les personnes, voilà, pour que ça marche. Sinon, aller vers celles qui savent déjà que c'est important et qui demandaient juste à avoir ce service-là. De la nécessité, comme tu l'as fait, d'avoir un média en ligne. Exactement. Sur lequel tu parles justement un peu de toutes ces thématiques-là pour éduquer les femmes. Comment on fait pour te trouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, donc j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle S'expliquer. C'est important de s'expliquer et de s'expliquer aussi. On va parler de sexe. Ne t'inquiète pas, on va parler de sexe. Donc sur ma chaîne YouTube S'expliquer que j'ai commencé et là j'avoue que j'ai un peu ralenti parce que quand je suis rentrée au Cameroun et qu'il fallait faire les travaux, je n'avais pas mesuré. Mais vraiment quand on est à l'étranger, oui, parce qu'il faut le dire, tu as tout construit ici. Hein, tout construit. Oui. Et ce n'est vraiment pas la même réalité. C'est sûr. Donc, je n'avais pas du tout anticipé ça parce que j'étais à l'étranger. Et donc, il a fallu faire un choix parce que je ne pouvais pas tout faire. Et donc, j'ai choisi de mettre un peu, on va dire, pause. Et là, je vais reprendre. Donc, je suis sur YouTube avec ma chaîne S'expliquer by Linda Taku. J'ai déjà quand même quelques vidéos. Je suis également sur Instagram avec le compte S'expliquer et sur Facebook. Et Naître en Rose a également un compte Facebook, Instagram et YouTube. Et sur YouTube, sur Naître en Rose, on a principalement mis toutes les actions qu'on a fait pendant tous les 10 dernières années pour réaliser le centre. Notamment, on a organisé des concerts à Paris, à Montpellier, dans plusieurs villes de France pour pouvoir faire connaître le centre. C'est vraiment de cette manière-là, avec la musique, parce que je suis un peu artiste dans l'âme, si ce n'est dire beaucoup. Et c'est vraiment comme ça qu'on a fait connaître le centre. Et c'est ça que vous retrouverez sur YouTube. Donc, allez-y, regardez ce qu'elle propose et bien évidemment, abonnez-vous. Vous allez y apprendre énormément de choses. S'expliquer, sexologie. Ça intrigue, ok? Pourquoi le besoin de venir parler de sexologie en Afrique aux gens? Tu penses que les Africains ne savent pas faire du sexe? Quel est le besoin d'avoir une éducation sexuelle? Et puis surtout, qu'est-ce que tu apprends aux gens là-dedans? Des positions? C'est quoi le concept derrière la partie sexualité de ton activité? Alors, déjà, la sexologie est une science qui est au carrefour de plusieurs disciplines, de la psychologie, de la médecine, la criminologie, plusieurs spécialités médicales. Et en tant que sexologue, j'accompagne les personnes sur la sexualité humaine à retrouver ou à retrouver une sexualité épanouie. C'est quoi une sexualité épanouie? Voilà. Justement, quand je parle ici de sexualité, ça englobe plusieurs points. Premièrement, la partie, le corps, ce que j'appelle le corps, parce que votre corps est votre principal objet et sujet de plaisir. Donc, si vous avez un problème dans votre corps, que ce soit au niveau de votre appareil reproducteur, chez les hommes, si vous avez un trouble de l'érection, si vous avez une baisse de testostérone, si vous avez un problème cardiaque, si vous avez un problème hormonal, ça va avoir de l'impact dans votre activité sexuelle. Ça fait partie de votre sexualité. Ensuite, il y a la partie cœur, que j'appelle le cœur. Là, je parle des émotions. Nos passions, nos désirs, nos peurs, nos troubles. La preuve, quand tu as été blessé dans une ancienne relation, tu as beaucoup peur en t'engageant dans une nouvelle. Ou alors, si tu as subi un traumatisme, un viol dans une ancienne relation, ben, tu as peur pour ta sexualité aujourd'hui. Ou alors, tu stoppes ton activité sexuelle, alors tu n'en fais pas parce qu'il y a ce traumatisme-là. Ça fait également partie de ta sexualité. Dans la sexualité, il y a vraiment une partie que j'appelle nos croyances. Ce que tu crois bien ou pas bien, possible de faire ou pas possible de faire en fonction du milieu dans lequel tu as grandi, de l'éducation que tu as eue, de tes valeurs, de tes croyances, et ainsi de suite. Et ensuite, il y a la partie que tout le monde pense que ce n'est que ça, la sexualité, c'est la partie activité sexuelle. Et encore, on ne démarre une activité sexuelle qu'à partir d'un moment. Mais déjà qu'on est d'une sexualité, c'est parce que deux personnes ont fait l'amour, j'espère qu'ils ont eu du plaisir, qu'on est là. Et on a une sexualité tout au long de notre vie parce qu'on a un corps. Donc, un enfant qui naît, il a une sexualité du fait de ses organes génitaux, du fait de ses hormones qui fonctionnent, du fait de son corps, et ainsi de suite. Et bien sûr, il y a d'autres déterminants qui vont influencer notre sexualité, notamment la relation avec notre partenaire, l'environnement dans lequel on est et un facteur qu'on a l'impression dont on n'est pas conscient, c'est la relation aux parents. Oui. Ah bon? Ah oui, ça influence tellement notre sexualité. Parce que si tu as par exemple une mère qui est très autoritaire ou un père qui est absent,
ça va avoir de l'impact dans ta relation avec les hommes ou avec les femmes. Par exemple, une femme qui a eu un père qui a été absent va être très souvent dans de la dépendance émotionnelle vis-à-vis des hommes, ou alors va parfois être dans des relations. Ça définit le type de relation, ça n'a pas de rapport avec le sexe. Si, ça définit le type de relation, mais sauf que tu es en relation avec quelqu'un, c'est pour faire quoi? C'est pour bâtir un projet. Et dans le projet, là, il y a quoi? Il y a beaucoup de choses. Voilà, donc il y a beaucoup de choses dans le sexe, oui. Voilà, donc ça a également une vraie importance. Ou alors, par exemple, un enfant qui a grandi en voyant un parent qui est violent, pour lui, il enregistre que la violence est quelque chose de normal. Ouais. Et donc, il peut être violent dans ses mots, et même au lit, il y a des hommes qui sont violents. Ou alors un enfant qui a grandi... Mais il y a des femmes qui aiment la violence aussi. C'est parce qu'elles ont grandi avec des parents violents? Alors, là, on entre déjà, on va dire, dans profondeur. Mais ça s'explique. Ça s'explique, tout s'explique. Petite question comme ça, tu dis, moi je suis encore au début, au préliminaire. Là. Alors, ce n'est pas qu'elle peut aimer là. On peut justement... Je ne veux pas dire aimer, mais en fait considérer que la violence est normale. Okay. Parce que tu as grandi dans ça. Ou alors un enfant qui a grandi, à qui on n'a jamais dit non, à qui on a toujours dit oui, sa mère ne lui a jamais dit oui. Il pense que tout lui est permis. Et donc, avec les femmes, dans ses relations avec les femmes, il ne va pas accepter, par exemple, qu'une femme lui dise non. Et il peut la brutaliser ou la violer parce qu'il veut parce qu'il veut, par exemple, coucher avec elle, tout simplement parce qu'elle lui a dit non. Donc, vous voyez, en fait, que quand je parle ici de sexualité, même quand j'accompagne les patients, c'est vraiment en globalité. Parce que tous ces aspects-là vont influencer notre comportement sexuel, vont influencer notre activité sexuelle. Dernièrement encore, j'ai un couple que j'accompagnais, une jeune dame d'une 30aine d'années, qui s'est mariée en étant vierge. Et c'était un peu la catastrophe pour elle avec son mari. Ça fait 4 mois qu'ils sont mariés, n'ont pas de rapport sexuel. Parce qu'elle, pendant toute son enfance, on l'a éduquée en disant le sexe n'est pas bon, tout un tas de choses. Bref, en disant il faut se préserver, se marier, c'est préserver. Mais sauf que le moment venu, elle n'était pas du tout prête. Et son mari lui-même, il hallucine en disant mais comment ça peut être possible qu'elle ne s'intéresse pas au sexe, ou alors elle n'a pas envie, ou alors elle me repousse. Je lui ai dit, mais en même temps, si pendant toute sa vie, on lui a dit que ce n'était pas bien, ou alors elle s'est préservée, quelque part même parfois par peur, quelque part aussi par dégoût. Comment vous voulez qu'à un moment, du jour au lendemain, sans qu'on ait fait un switch dans son cerveau, sans qu'on ait installé un nouveau logiciel, vous voulez qu'elle apprenne comment? Et du coup, je suis en train de la voir en thérapie pour déjà changer quelque chose dans sa perception. Et c'est justement, il y avait beaucoup de choses qui avaient lié à la relation avec son père, à la relation avec les hommes, comment est-ce qu'elle voit les hommes. Sauf qu'elle oublie un moment que son mari, c'est un homme. Vous voyez? Donc, c'est vraiment des choses beaucoup plus profondes. Et pour vous dire la vérité même, les personnes que j'accompagne, je ne les accompagne pas en disant « Alors, ce soir, il faut faire la position ». Je ne dis pas les positions ici parce qu'il y a sûrement des enfants qui regardent la vidéo. Donc, ça ne se résume pas que à ça. Pour moi, les personnes qui arrivent déjà, pour que les personnes soient à l'aise dans leur activité sexuelle, dans leur comportement sexuel, il faut déjà qu'ils soient à l'aise dans leur corps, qu'ils soient à l'aise dans leur cœur. Mais ça se manifeste comment, le fait d'être à l'aise dans sa relation? Je veux dire, quelqu'un peut être, c'est un peu comme certaines maladies, c'est-à-dire quelqu'un peut ne pas être à l'aise dans sa relation sexuelle et il ne le sait juste pas. C'est-à-dire que pour lui, en fait, c'est normal que ce soit comme ça. Ou alors peut-être chez les femmes, parce que j'ai souvent entendu aussi dire que très peu de femmes, par exemple, connaissent l'orgasme. Et donc, du coup, pour elles, c'est peut-être juste normal d'avoir le type de sexualité qu'elles ont. Comment tu fais pour savoir que moi, ma sexualité, elle est épanouie, c'est parfait, c'est bien, voilà? Alors, ce qui est sûr, c'est que quand les gens viennent me consulter, c'est qu'il y a un problème. Tu vois un peu oui, mais là, la personne qui nous regarde là maintenant, la personne qui peut-être qu'elle a un problème. Et, alors si quand tu vas cette vidéo, tu te poses des questions, en fait, c'est ça l'indicateur. Si tu as un petit doute, est-ce que tu te dis, est-ce que je suis concerné? C'est que tu es concerné. C'est exactement de ça qu'il s'agit, Philippe. Ok, d'accord. C'est très intéressant. Et comment les gens accueillent ça ici? Parce que ça aussi, c'est le sexe, c'est tabou. Alors, c'est tabou, mais je te promets, Philippe, tu seras surpris de voir que la plupart de mes patients, ce sont des hommes. Ah oui? Oui. La plupart de mes patients, ce sont des hommes. Mais c'est vrai en plus. Tu sais pourquoi je dis ça? Pourquoi? Maintenant, je viens de me faire une idée là. Tu vois les petits trucs, même en France, tu as ça, les gens qui mettent dans les boîtes aux lettres des petits trucs sur les marabouts là. Je vous aide à. Tu vois les trucs, non, pas infidélité, mais. Faiblesse sexuelle. Faiblesse sexuelle, tout ça. En fait, ce n'est toujours qu'un ciblage des hommes. Tu vois, j'ai jamais vu ces affiches en ciblage des femmes. Donc en fait, effectivement, ok, ça, pour moi, ok, ça confirme que. Donc, ce sont les hommes qui viennent te voir. Oui. J'ai beaucoup plus d'hommes qui viennent en consultation. Déjà que je consulte dans un hôpital public, ici à l'hôpital militaire. Et sur 100% des femmes, j'ai 90 qui sont des hommes. 100% des patients, voilà, j'ai 90 qui sont. Pourquoi? Plusieurs choses. C'est que dans notre culture, on a une culture que j'appelle très phallocentrée. C'est-à-dire on est très phallocentré sur le pénis. Le pénis est le maître
voilà, du rapport sexuel. Donc, quand le pénis ne marche pas, rien ne marche. Déjà, dans le couple, ils se disent qu'ils ne peuvent pas prendre du plaisir, être ensemble, jouir s'il n'y a pas de pénis qui se lève et qu'il n'y a pas de pénétration. Il y a ça. Et il y a aussi que l'image que l'homme a de lui, je me suis rentrée, est très centrée sur sa capacité à avoir une érection. Ah bon? Oui, quand l'homme n'a pas l'érection, mais ça ne va pas. Il perd totalement confiance en lui, il devient plus nerveux. Et surtout, une des grosses peurs qu'ils ont, que je me suis rendu compte ici, c'est qu'il a peur que sa femme va commencer à lui manquer de respect en disant, voilà, si tu te lèves, même. Les hommes parlent aussi, tu parles. Ils ont vraiment cette grosse peur-là. En plus, tu connais notre contexte qui est un peu très patriarcal. Donc, pour eux, c'est une grosse crainte et une grosse hantise de ne pas avoir d'érection. Et donc, il y a beaucoup d'hommes qui sont dans ce cas? Il y a beaucoup d'hommes qui sont dans ce cas. Et donc, le travail... Pour les raisons dont tu as parlé tout à l'heure, en fait. Oui, pour ces raisons-là. Ou alors, une des choses aussi que je prends beaucoup le temps de faire, et d'ailleurs, tous mes patients, chaque fois qu'ils viennent... voilà, je prends le temps de leur dessiner voilà, leur pénis, leur érection et leur expliquer le phénomène. C'est que les hommes n'ont pas conscience que la qualité de leur érection, ça s'entretient. Oui, ça s'entretient. C'est une fonction qui s'entretient. Votre érection ne sera pas toujours aussi ferme, aussi de si bonne qualité si vous ne prenez pas soin de vous. Si vous, si vous fumez, si vous buvez, si vous n'allez jamais vous soigner, vous ne soignez jamais vos infections, vous n'entretenez pas votre forme physique, à un moment, votre érection va devenir de moins en moins de bonne qualité. Et quand j'ai des patients qui ont 50 ans, qui sont diabétiques, petite information pour vous, le diabète est l'une des principales causes de dysfonction érectile chez les hommes. On ne va pas faire la physiopathologie ici. Vous pouvez retrouver une vidéo que je vais faire bientôt sur ma chaîne YouTube s'expliquer pour vous expliquer tous ces phénomènes-là. Donc en fait, les hommes n'ont pas conscience que leur érection s'entretient. Donc quand ils ont fumé pendant 40 ans, 50 ans, ils boivent, comme on boit ici au Cameroun, 2-3 bières par jour. Et quand tu fais le calcul, ils peuvent se retrouver à boire 1-2 casiers de bière par semaine. Quand on est jeune, notre corps a encore la capacité d'éliminer. Mais à un moment, ça lâche. Et donc, les fonctions lâchent, les vaisseaux sont de moins bonne qualité, le sang circule moins bien, on a de moins en moins d'énergie, nos fonctions vitales baissent. Et donc, la qualité de l'érection baisse. La qualité de l'érection chez un homme, c'est un vrai signe de bonne santé cardiovasculaire. Pour les hommes, quand je les vois en consultation, la première chose que je leur demande, c'est est-ce que vous avez une érection matinale? Si vous avez une érection matinale, oui, ça veut dire que vous êtes en bonne santé. Et s'ils n'ont pas d'érection matinale, ça ne va pas. Ça peut être précurseur d'une vraie maladie cardiovasculaire. Donc, messieurs, votre érection s'entretient. Donc, si vous voulez que ça se reste longtemps, il faut faire tout ce qu'il faut pour que ça soit entretenu pendant longtemps. Alors, il y a aussi un problème, puisqu'on est dedans, on va en parler. Une des grosses craintes aussi que j'entends souvent, c'est la longueur des rapports. Oui. J'ai été très choqué de me rendre compte que une étude disait que les femmes, il y a même une publicité qui passait dessus sur YouTube, c'est comme ça que j'ai su ça. Une étude disait qu'un bon rapport sexuel pour les femmes doit durer entre 10 et 15 minutes. Et pourtant, la majorité des hommes parviennent à peine à tenir 2 minutes. Je crois qu'ils disaient plus de 85%. J'étais choqué. 85% des hommes font à peine 2 minutes. Qu'est-ce qui fait donc? Est-ce que tous les paramètres que tu as cités préalablement jouent aussi sur, au-delà de l'érection, sur la longueur de l'érection? Alors, ou alors c'est tout autre chose encore? Alors, j'en profite pour dédramatiser. Les hommes sont prévus dans notre cerveau archaïque. Vous savez que l'espèce humaine, comme toute espèce... Il y a des femmes qui te disent oui, Philippe, c'est une très bonne question. Qu'elle nous explique pourquoi ça fait 2 minutes ici? Alors, je vous explique. Dans le cerveau archaïque de tous les êtres humains, il y a des fonctions archaïques. Et donc, dans une des fonctions archaïques de l'être humain, c'est la reproduction. Donc, l'espèce humaine, dans toutes les espèces qui existent sur la Terre, ont ce besoin viscéral de se reproduire pour continuer pour la survie de l'espèce. Et donc, il est prévu que l'homme éjacule en moins de 2 minutes. C'est ce que la nature a prévu. Pourquoi? Parce que plus il éjacule rapidement, plus les spermatozoïdes arrivent rapidement dans l'utérus, plus ils vont féconder l'ovule rapidement, plus on a une grossesse rapidement et plus l'espèce humaine continue. Remplissez la Terre. Voilà, remplissez la Terre. Donc, c'est une fonction archaïque. Sauf que l'acte sexuel, l'activité sexuelle a plusieurs finalités. Il y a la finalité reproduction qui est d'ailleurs très mise en avant dans notre culture, c'est important. On a une culture vraiment axée sur la vie, très mise en avant également dans les religions. Mais il y a également une partie, je ne veux pas citer toutes les finalités, mais il y a également une vraie partie
érotisme, qui est d'avoir du plaisir, de donner du plaisir pour toutes les bonnes raisons que ça comporte. Quand tu as bien fait l'amour, soit le matin, tu es rayonnant. Tu arrives au boulot, tu sifflotes. Le problème du patron, vraiment, c'est pas très grave. Tu apportes le petit déjeuner au lit. Bref, vous savez tout ce que ça apporte. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les personnes qui le disent. Et donc, en plus donc, de cette fonction reproductive, puisqu'on n'a pas des enfants tout au long de notre vie, dans cette fonction érotique. Et donc, tout le monde veut avoir du plaisir plus longtemps. Et c'est à ce moment-là que ça commence à devenir un problème. Et je dis toujours aux hommes, même qui ont une éjaculation rapide, c'est que l'éjaculation, quand on dit en guillemets précoce, ce n'est pas une maladie, c'est un problème. Tout simplement pourquoi? Parce que si moi j'éjacule rapidement et que je suis en face d'une femme qui n'aime pas du tout les rapports sexuels, on n'aura jamais de problème. Elle va dire que vraiment, fais tes trucs vite, tu quittes. Par contre, si tu éjacules rapidement et que tu es devant une femme qui dit que mon frère, c'est comment mon corps n'a pas commencé à sortir, là, ça va être un vrai problème, tu vois. Et donc... Mais dans notre culture, il y a aussi beaucoup de femmes qui, j'imagine, n'auront jamais le courage de dire à leur mari que 2 minutes, c'est pas assez pour moi, peut-être qu'il faut qu'on travaille dessus. Voilà. Parce qu'elle va peut-être heurter sa sensibilité, sa sensibilité. Et c'est là aussi donc pour ça que je suis là, pour apprendre, pour dire en fait que déjà, ça s'apprend, avoir une bonne... C'est pas un drame. C'est pas un drame, c'est ce que la nature a prévu. Donc, et puis, messieurs, ne soyez pas en stress, c'est pas un drame. Voilà, la nature a prévu cela et surtout comme toute fonction, on améliore, on travaille cette fonction. Comme quand vous courez, vous pouvez courir 500 mètres, mais si vous vous entraînez, vous pouvez courir 1 km, 2 km et ainsi de suite. Avoir la capacité à maîtriser son érection, à maîtriser son éjaculation, c'est une vraie capacité. Ça s'apprend, ça s'acquiert avec le temps. La réalité, c'est que les jeunes acquièrent, les jeunes hommes, ils acquièrent en testant, en faisant, et puis mais ça s'apprend. Oui. C'est une forme d'apprentissage. Je suis d'accord. Voilà. Et la preuve, ceux qui vont débuter leur activité sexuelle, au début, ils ne vont pas tenir 1 minute. Ils ne vont pas savoir. C'est normal. Et je leur dis, mais tranquille, vous venez de débuter. Tu viens de débuter dans depuis, tu vas voir les résultats de quelqu'un qui a 10 ans d'expérience. Calme, tranquille. Prends ton temps. Prends ton temps pour que l'entreprise... Autre question très importante. Il y a beaucoup de questions. Allez sur sa chaîne, développe tout ça. Franchement, c'est des thématiques très importantes. Il faut combien de rapports par semaine? Parce que ça, c'est aussi un mythe, tu vois. Est-ce qu'il faut, tu as dit tout à l'heure, quand on a fait l'amour la veille, on est rayonnant le matin, mais les gens ont envie d'être rayonnants tous les jours. Est-ce que ça veut dire que maintenant, on passe son temps à faire l'amour matin, midi, soir? Oui. On dit que le lit du pauvre est très fertile. Alors, la réalité aussi, c'est que faire l'amour, ça donne du plaisir, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'autres activités qui peuvent nous donner du plaisir aussi. Manger. Voilà, par exemple... La preuve qu'on dit que le ventre est rempli, le bas-ventre suit et tout, et tu es rempli pendant un bon bout de temps. Donc moi, je dis aux gens, faites l'amour autant que vous le pouvez, autant que ça vous fait plaisir. Mais la réalité aussi, c'est qu'on travaille, on a des engagements, il y a le stress qui n'est pas du tout bon. Alors, j'ai une adage que je dis, la pression est l'ennemi de l'érection. Sauf qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de pression, c'est une réalité. Donc on ne peut pas passer tout notre temps, même si on le voudrait, parce que physiquement, peut-être on ne suit pas. Il y a des soirs où on est fatigué, où on est épuisé, sans compter les conflits qu'il peut y avoir dans le couple, sans compter les engagements et ainsi de suite. Mais Linda, dernière question. Comment on fait donc, parce que c'est des sujets sans fin, peut-être qu'on va faire une émission en direct pour aller un peu plus loin là-dessus, parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais comment on fait donc, Linda, pour... ma question... Ça vient. Elle va me revenir. Mais c'est bon, je répondais à la question, c'est bon? Oui, c'était parfait. Mais j'avais une autre question qui était liée à ça. Oui, voilà. Beaucoup de couples, alors c'est un peu dans la suite de ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Là, on a très bien compris. Mais la réalité, c'est que tu as des couples comme ça qui viennent te voir. Est-ce que tu consultes à distance, c'est-à-dire des gens qui peuvent suivre cette vidéo qui sont j'ai des clients de partout. C'est vrai que quand je me suis concentrée pour faire le sang, j'ai un peu baissé parce que je pouvais pas tout faire. Il faudra que tu nous donnes un numéro ou un mail qu'on va afficher. Exactement. Pour que les gens puissent te contacter. Mais du coup, parce que le vrai problème, c'est ça, c'est les rythmes. Par exemple, tu l'as dit, les entrepreneurs comme moi, on travaille beaucoup, clairement. Tu peux pas être au lit matin, midi, soir. Moi, c'est impossible. Et je pense que c'est... Est-ce que c'est le travail? Pour certains, c'est un travail. Voilà. Donc, ne te mets penser qu'ils n'ont rien à faire. Je disais ça, ne vais pas faire l'autre jour. Mais tu peux avoir des couples dans lesquels, justement, et je pense que c'est peut-être des choses que tu rencontres aussi, les rythmes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que tu peux avoir un homme qui, parce qu'on dit souvent ça les hommes, il a un appétit très fort et il est peut-être frustré parce que sa femme n'a peut-être pas le même appétit que lui. Et vice-versa, c'est-à-dire que c'est peut-être plutôt la femme qui est beaucoup plus demandeuse et l'homme, il a un peu moins de trucs. Ça aussi, ça se règle, ça se travaille. Bien sûr. Alors, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'ici au centre, j'ai lancé un concept qui s'appelle la carte d'identité sexuelle. C'est quoi la carte d'identité sexuelle? Philippe, tu ris déjà. Non, mais c'est important.
C'est important d'avoir ta carte d'identité. Ça permet de t'identifier. Et en fait... Tu mets quoi? Bon, bref. Alors, oui. la carte d'identité sexuelle, c'est quoi? Il y a 3 composantes. Premièrement, dans ta carte d'identité, je fais passer un test aux personnes qui leur permet de savoir quel est leur profil érotique. Et oui, on a tous des profils, comme on a des profils de personnalité, on a également des profils érotiques. C'est-à-dire la manière dont on vit le plaisir, le désir, dont on veut vivre l'union. Et chaque profil érotique a ce qu'on appelle ses zones de lumière, c'est-à-dire ses forts. Et chaque profil érotique a également ses zones d'ombre, ses zones où il doit progresser. Et donc, tous ces profils érotiques sont catégorisés. Les gens qui ont un appétit sexuel dévorant, ils ont un profil érotique, c'est bien catégorisé. Les gens qui ont un appétit sexuel pas aussi dévorant que les premiers, je ne dévoilerai pas tous les noms, sinon vous ne viendrez pas faire votre carte d'identité sexuelle. Donc il y a ces gens-là qui ont un profil. Il y a même également les gens qu'on appelle... Il y a les profils des éjaculateurs précoces. Il y a les profils des gens qui aiment qu'on les fouette là. Ah ouais? Ah oui, ça fait partie d'un profil érotique. Et même, il y a également un profil érotique pour les personnes qui sont très dans la tête, très spirituelles, très... Intellectuelles, également, dans l'esprit. Exactement. Ouais. Ça fait également partie d'un profil érotique. Et donc, le simple fait de savoir son profil érotique, ça dédramatise beaucoup de choses. C'est comme le langage de l'amour. En fait. Exactement. Et justement, dans la carte d'identité, il y a également ce test. Un test sur le langage de l'amour pour savoir aussi comment est-ce qu'on a envie de vivre l'amour. Ça entre également à l'intérieur. Et puis le troisième élément, je vous dis, si vous êtes intéressé, c'est normal. Venez. Prenez des séances, c'est juste magnifique. Pour faire la carte d'identité. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse un live parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire. Je n'ai même pas creusé le 10e de chacun des points où j'aurais pu aller en profondeur. Mais c'est tellement important de parler de ces choses en toute transparence parce qu'en fait, ce sont des frustrations que les gens gardent. Énormément. Avec lesquelles les gens, tu vois des gens debout, il est là, il rigole avec toi, mais en fait, non, mais ils traînent et ce que tu dis est vrai, Philippe. Les gens ont énormément de frustrations. Malheureusement, ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Déjà, pourquoi? Je le remarque. Dès que tu en parles, soit les hommes, on dit qu'ils ont un peu de facilité à parler, mais en fait, ils parlent tout le temps, c'est en rigolant. Personne ne va jamais te dire vraiment quel est son problème. Pourquoi? Parce qu'il a peur de ne pas être accueilli. Parce qu'il a peur d'être jugé, parce qu'il a peur que son nom va sortir dans tout le quartier. Et surtout parce qu'il a peur que tu peux utiliser ça un autre jour contre lui. Et c'est justement ça mon travail, de pouvoir créer ce cadre qui est sécurisant pour que les personnes puissent s'exprimer. Exprimer déjà ce qui est lourd pour eux, c'est déjà un premier pas pour se traiter. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que mon travail a vraiment son importance. Et les personnes qui viennent me voir, parfois en une séance, je me rappelle, j'ai un message d'une patiente, j'aimerais bien pouvoir le lire. C'était juste extraordinaire parce qu'en une séance, ce que ça a débloqué chez elle dans sa relation, je me suis dit, voilà pourquoi est-ce que je fais ce travail. Ça vaut vraiment la peine que je fasse ce travail. Et pourtant, c'est à distance. Donc, je n'ai pas besoin parfois de voir les gens physiquement. Juste en les écoutant, en comprenant, en leur donnant des outils, en leur faisant leur carte d'identité sexuelle, qui comprennent en fait que on fonctionne différemment. Et le simple fait de savoir qu'on fonctionne différemment, ça donne des outils si les gens sont disposés pour voir maintenant comment est-ce qu'on peut s'ajuster. J'ai même une formation dessus pour apprendre aux gens comment justement se comprendre sexuellement. Mais pour ça, il faut déjà qu'on comprenne. Je fonctionne comment, tu fonctionnes comment et comment est-ce qu'on s'ajuste. Toi qui es marié, c'est ça oui, bien sûr. Tu sais qu'il y a eu tellement de ruptures pour ça. C'est ça le drame, c'est que c'était rattrapable en fait. Oui, et surtout personne ne va jamais te dire. Hein. En fait, c'est ça. Moi, je me rappelle une fois, quand je venais de rentrer au Cameroun, j'avais reçu un coup par gauche. Un monsieur, un médecin, bien avec sa femme, il s'est venu me voir pour trouver l'éjaculation rapide. Ouais, chacun fait son malheur. Mais en fait, j'ai finalement fait peut-être au moins 7 séances avec eux. Ils étaient au bord du divorce. Ils étaient au bord du divorce parce que ça n'allait pas dans leur couple du tout. Donc, un problème dans la sexualité peut en fait être le signe précurseur de la qualité de la relation qui ne va pas du tout. En fait, je crois que moi j'ai toujours dit ça. C'est quand les gens viennent me demander, parce que tu as tous les gens qui te demandent ça. Mais Philippe, comment on fait pour être performant au lit? Comment on fait pour être un bon amant? Et moi, j'ai retenu juste une chose. C'est de la communication en fait. C'est la base. Il n'y a pas de je suis hyper performant, non, c'est juste de la communication de manière honnête et transparente. Je veux ci, je n'aime pas ci, de manière honnête et transparente. Et si tu es face à quelqu'un qui t'aime vraiment et qui t'écoute, ça devrait déjà régler beaucoup de choses. Je suis d'accord avec toi que, en fait, beaucoup de problèmes que l'on a au niveau de l'intimité sexuelle sont juste le reflet du fait que dans la relation elle-même, on ne communique pas bien. On a peut-être gardé beaucoup de frustration. Et ce champ-là qui est finalement un champ qu'on ne peut pas éviter. Parce qu'au final, on peut éviter beaucoup de choses. C'est-à-dire que, mais comme l'acte sexuel est important dans le couple, je pense que ça nous rattrape en fait. Ça nous rattrape. Et ça nous ramène toujours le fait qu'il y a en fait un vrai truc ici
à régler. Pas ces trucs-là, mais un truc beaucoup plus profond. Exactement. Et je dis au couple, quand un couple va bien, le rapport sexuel ne représente que 20% des choses qu'il partage. Quand il va bien. C'est un peu comme la loi de Pareto. Par contre, quand un couple ne va pas bien, le rapport sexuel représente 80% des problèmes. Ça veut dire que si vous êtes tout le temps, vous savez, vous ne vous baladez jamais, vous n'allez jamais au resto. C'est ce que tu viens de dire. Oui, c'est ça. Que si quand vous voyez 80% du temps que vous passez ensemble, c'est à sexer, en fait, il y a un problème. C'est ce que tu dis, en fait. En fait, oui. En fait, quand on ne va pas c'est énorme bien, le pareto sexuel. Ben oui, c'est ça. Quand un couple ne va pas bien, tous les problèmes qu'il va avoir, il va toujours avoir l'impression que c'est parce qu'au lit, ça ne va pas. Alors que c'est juste qu'il y a des problèmes, comme tu dis, ils ne partagent pas des choses communes ensemble. Ils ne font pas des choses qui se font, qui leur font plaisir. Je suis en train de rédiger un petit e-book dessus pour expliquer ma petite théorie du réservoir, pour expliquer aux gens comment faire pour garder votre réservoir de plaisir plein, pour ne pas être tout le temps dans la frustration, dans l'attente de l'autre. Et en fait, les gens ne prennent pas le temps, je dis, d'entretenir. Je dis toujours, c'est comme une route. Si la route, on a mis le goudron et qu'on ne balaye jamais la route, dès qu'il y a des nids de poules, on n'arrange pas. Ça va se gâter avec le temps et c'est ce qui va arriver parce que life happen. On change, on a de nouveaux objectifs, on change de travail, il y a les enfants qui s'amènent. Donc, il y a tout le temps des situations de la vie qui nous font changer. Quand je parle de changer, c'est évoluer. Après, il y a toujours un fil conducteur qui fait qu'on est la même personne au fil du temps. Mais il y a plein de choses qui changent. Et le couple, qui est pour moi une troisième entité, en plus des deux personnes, donc ce n'est pas la fusion ni la division, c'est vraiment une entité à part entière. Si on ne prend pas le temps de l'entretenir et de trouver à chaque fois une nouvelle dynamique pour se renouveler, ça va casser au fil du temps parce que life happen, c'est la vérité. Les femmes que je reçois ici, quand je reçois des femmes qui viennent me voir pour un problème sexuel, c'est très souvent des femmes qui ont soit des jeunes femmes qui débutent leur activité sexuelle, soit c'est souvent des femmes qui ont accouché et après l'accouchement, il y a eu un vrai changement dans leur intimité. Ça aussi, il y a tellement de sujets. Ouais, parce qu'il y a des gens qui disent qu'après les accouchements, chez les femmes, enfin, il y a des gens qui disent, je suis entendu ça aussi, que l'attention de la maman est maintenant tellement portée sur l'enfant c'est ça. que chez le papa, Donc, il y a encore de la communication. Voilà, il y a ça. Et puis aussi, au-delà de la communication, il y a la réalité, c'est qu'elles sont fatiguées. Aussi. Il faut le dire. Mais ça me permet de te poser une question. Oui. J'ai ma petite théorie. Tout à l'heure, tu as dit que les hommes, c'est un sujet qui me passionne, hein. Je pense que tu as dû le remarquer. J'avais dit que si je faisais une deuxième chaîne YouTube, ce serait une chaîne YouTube sur les couples, le sexe, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps malheureusement, donc je peux pas faire de chaîne dessus. Donc suivez la chaîne S'expliquer. Et je suis sûr que tu vas souvent passer là-bas pour faire des choses. Tout à fait, pour expliquer. Pour expliquer. Enfin, expliquer, donner mon point de vue. Mais, encore un truc. On parlait des femmes qui accouchent. Oui, tu disais que tu as beaucoup d'hommes qui viennent te voir pour parler de leur problème de sexualité. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que finalement la société, de manière générale, partout dans le monde, a caractérisé l'homme comme la personne qui, dans le couple, le sexe, c'est pour lui en fait. Il y a parce que du coup, je pense que peut-être que les femmes aussi, par pudeur, n'osent pas dire « j'aime ça, j'ai envie de… » Et donc, du coup, ça fait qu'elles vont être beaucoup moins portées à venir en parler. Ça, c'est tout à fait vrai. Ça, c'est tout à fait alors que vrai. je pense pas que les femmes aiment moins envie ou qu'elles aiment moins le sexe. Quoi. Ce que tu dis est totalement pertinent, Philippe. Et ça part vraiment de l'éducation à la base. La preuve, quand un petit garçon, quand lui veut faire pipi, tu vois, il est bien content d'enlever son pantalon et de montrer sa quéquette et de faire pipi. Tout à fait. Vous voyez? Tandis qu'une femme, elle va s'accouper, elle va se cacher. Tandis qu'un garçon, lui, ne va pas se cacher. Donc, vous voyez déjà que tout petit, l'homme, ou alors on éduque nos garçons, ou alors ils ont quelque part la liberté de pouvoir s'exposer, d'exposer leur sexe, d'exposer qui ils sont, par rapport à la petite fille qui va plus être en retrait. À l'adolescence, qu'est-ce qui se passe? Quand les filles ont leurs premières règles, déjà pour beaucoup, elles ne sont pas accompagnées dans ce processus-là. Donc elles découvrent et on leur dit, si un garçon te regarde, tu vas devenir enceinte. Ça, c'est si on leur a dit, ou alors elles vivent parfois le processus tout seul. Et tout de suite, leur comportement change. Elles vont commencer à faire des choses qu'elles ne faisaient plus. Elles vont plus commencer en fait à se cacher, à se retirer. Tandis que les garçons, quand ils commencent à avoir les réactions là, alors ça y est, ils commencent à devenir le roi du monde, ils draguent des petites, ils commencent à se faire beau. Vous voyez déjà que dans l'éducation des enfants, dans la perception, dans le rapport à leur corps, à leur genre, c'est totalement différent. Et comment vous voulez que, au moment où ils se rencontrent, où ils se marient, où ils s'engagent, comment vous voulez que la femme va prendre quel courage ou pour venir exposer sa sexualité? Puisque depuis qu'elle est petite, on l'a appris à la cacher, à ne pas en penser quelque chose qui est
Tandis que le petit garçon, voilà, vous voyez, c'est même pour lui-même un motif de fierté. Je me rappelle, il y a toujours une blague qui passe sur les réseaux sociaux en disant quand une clé ouvre plusieurs portes, c'est une bonne clé, tandis qu'une porte se laisse ouvrir, un truc comme ça. Donc, oui, il y a toujours ce truc qui tend à valoriser le fait qu'un homme ait beaucoup de conquêtes féminines et pourtant très dévalorisant le fait qu'une femme. Voilà. Donc, vous voyez que c'est tout un imaginaire. Oui. Quand je te parlais justement, des facteurs qui vont influencer notre sexualité, je parlais de la relation aux parents. Et la relation aux parents, c'est aussi l'éducation qu'on a reçue. Vous voyez les rôles qu'on a reçus, comment est-ce qu'on a vu notre père faire, ce qu'on a vu notre mère faire, ce qu'elle nous a dit, ainsi de suite. Ça impacte énormément. Et beaucoup de femmes, après, sont frustrées dans leur mariage. Et j'en connais qui sont frustrées parce que même le plaisir, elles ont l'impression que c'est pour les hommes. Donc, elles n'osent même pas demander. Et comment est-ce que vous voulez qu'on ne lui a jamais appris à demander? On ne lui a jamais appris que ton point de vue compte aussi. Ou alors peut-être les mamans ne lui ont jamais dit explicitement, on a plus peut-être caché, protégé. À aucun moment, on a ouvert son cerveau, même débloqué pour dire, bon, le logiciel, si c'était de telle période à telle période, maintenant, il faut qu'on installe un nouveau. Non, on ne leur a pas fait ça. Et après, on s'étonne que ils ne savent pas. Ou alors, c'est qu'on ne leur a pas appris. Vous voyez, donc, il y a un vrai travail. Et c'est aussi ça qu'on s'attelle à faire dans le Centre Naître en Rose, depuis la base, en accompagnant les... C'est un vrai travail de fond, en fait. Exactement. En accompagnant les parents après la naissance. Le bébé, il est né, c'est bien. Mais maintenant, comment l'accompagner à découvrir ce pourquoi ce qu'il est fait sur la terre et surtout en le laissant le moins de blessures possible. Après, il y a trop de trucs à dire parce que là aussi, tu vois, tu as des femmes qui ont accouché et 6 mois après, elles n'ont toujours pas repris. Mais le gars, il peut péter un câble. Mais bon, bref. On va faire sa chaîne YouTube. Et puis, le dernier volet que tu as, et ça, c'est très important aussi, c'est le volet de l'orientation des enfants. Pourquoi tu fais ça? Alors, pourquoi je fais ça? Je te dis, Philippe, parce que je suis convaincue, vraiment, ça, c'est une conviction que j'ai. C'est que si on veut avoir une société différente, si on veut avoir une Afrique différente, si on veut avoir un monde différent, il faut repartir de la base. Il faudrait qu'on ait des parents différents qui éduquent les enfants différents, qui leur montrent une manière de faire qui est différente, bien sûr en s'appuyant sur notre culture. Et pour moi, ça part de la base. Tout ce que je viens de t'expliquer là, comme on vient de parler du regard que les femmes portent à leur corps ou que les garçons portent à leur corps depuis qu'il est petit. Tu vois que ça part de très petit. C'est pas quand ils sont grands. Et on est le résultat, à un moment, de tout ça. L'homme que tu es aujourd'hui, ça ne tombe pas du ciel. Il y a plein de choses dans ton parcours qui t'ont amené à être ce que tu es. Et si tu avais vécu les choses différemment, tu ne serais pas cette personne-là. Et nous, au centre, on pense donc qu'il est important d'accompagner la parentalité parce que c'est une fonction, c'est un rôle qui est à vie. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, mes parents s'inquiètent pour moi. Quand je rentre, m'avait dit que ouais. Donc, si ce rôle est à vie, c'est aussi le projet de toute une vie des parents. Et je vois justement beaucoup de parents qui sont entrepreneurs, qui gagnent beaucoup d'argent, qui font beaucoup de choses, mais finalement, ce rôle-là de leur vie, qui est un rôle important, ils passent à côté. Crucial, ils passent à côté parce qu'ils n'ont pas su donner le temps qu'il faut, ou peut-être parce qu'ils n'ont pas eu les bons outils, et surtout, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de créer le lien. Je dis toujours ça aux parents, oui. Prenez le temps de créer du lien. Une dernière chose que je vais te dire qui est quand même assez choquant, c'est que pour le peu de femmes que j'ai en conversation, j'avoue que les femmes que j'ai en conversation, c'est plus en ligne. Sur 10 femmes que j'ai eues en conversation, Philippe, 10 femmes, j'ai au moins 6 qui ont subi un viol étant enfant. Ah ouais? Je t'assure. Je suis hallucinée. Au moins 6 qui ont subi un viol étant enfant. Et quand elles ont subi un viol, ça pose 2 questions. Premièrement, la sécurité. Elles ne se sont pas senties assez en sécurité dans leur environnement. Elles ne se sont pas senties protégées, ni par leur père, ni par leur mère. Et après, ce sont des femmes justement qui viennent nous voir parce qu'elles ont des blocages après dans leur intimité sexuelle. Parce qu'avec leur mari, ça se passe moins bien. Et parfois, ils ne comprennent pas. Ou alors, parfois, c'était même certaines quand elles viennent en consultation. Et quand je fais un vrai travail de guérison avec elles, qu'elles se rappellent même qu'elles ont subi ce viol. Elles l'ont tellement occulté qu'elles ne se rappellent même pas. Et après, tu le vois juste dans son comportement. Mais elle-même, elle ne le sait pas. Ou alors, même si elle le sait, elle n'en est vraiment pas guérie de l'intérieur. Et là, ce n'est pas un médicament que tu donnes. C'est vraiment une vraie thérapie pour aller dans son inconscient et guérir quelque chose pour que ça monte dans son subconscient. Donc, il y a cette première question-là. Et la deuxième question qui se pose pour ces jeunes filles qui ont subi un viol, c'est qu'elles ne se sont pas senties assez en confiance pour en parler à leurs parents. Tu te rends compte? C'est quand même assez grave. Pourquoi elles ne se sont pas senties en confiance? C'est normal. Si aujourd'hui, on est amis, s'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, je vais être enclin à venir t'en parler.
Mais si on n'est pas amis, si on n'en parle pas, pourquoi est-ce que je viendrais te dire? Et il en est de même avec les parents et les enfants. D'autant plus dans d'autres contextes où, quelque part, l'enfant, c'est vrai qu'il n'est pas l'enfant, mais parfois même un peu l'enfant, en fait, tu n'as même pas ton mot à dire. On ne demande jamais ton avis sur rien du tout. Voilà, tu subis. C'est notre forme d'éducation avec ses avantages et ses inconvénients. Mais je dis toujours, l'inconvénient ou alors le revers de la médaille, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui subissent des violences et qui n'en parlent pas. Déjà parce qu'ils ont peur qu'on va les tabasser. Moi, tu vois mon doigt, j'ai une grosse cicatrice là à l'annulaire. Quand j'étais enfant, je crois que je devais avoir 5 ou 6 ans, j'avais escaladé le mur de la maison parce qu'on était allé jouer. Et puis bon, bref, c'est pas ça qui est important. Je me suis fendu le doigt. C'est l'auriculaire. L'auriculaire, pardon. Voilà, donc je me suis fendu l'auriculaire et j'ai eu tellement peur d'en parler parce que je savais que si ma mère entendait... Ouais, elle va ajouter à la Et donc je n'ai rien dit. Mon doigt, il a déjà sur le cou, je courais, je me suis pas... J'ai eu ça aussi, hein, des blessures que tu as laissées pourries et qui finalement t'ont laissé des boubous. Ouais. Au bout de 2 jours, la douleur voulait me tuer. En cognant la nuit à la porte de mes parents, je ne comprenais plus, j'avais mal. J'étais allergique. Et puis, quand une plaie n'est pas soignée, ça s'infecte. Donc, ça a commencé à s'infecter, j'ai commencé à avoir de la fièvre et surtout, j'avais bien mal. Mais je n'ai pas dit parce que j'avais peur qu'on devait me réprimander, qu'on devait d'abord me taper, que tu partais d'abord. En fait, quand un bobo t'arrive, et comme c'est le cas des femmes qui ont subi parfois des viols, on leur dit, tu faisais quoi là-bas? Et même quand elle me parle, ce qui est juste... tu vois, elle n'en parle pas parce qu'elle dit, on va me dire que je faisais quoi là-bas. Ou alors, je dis, ben, tu vois, donc il y a déjà cette peur-là qui font qu'elles ne s'expriment pas. Ou alors, elles sont tenues sous la menace de leur violeur. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est très souvent des viols qui sont incestueux. C'est un cousin, c'est un oncle qu'on a fait venir à la maison et puis qui te viole pendant des années. Au début, tu ne comprends rien, mais après, tu sens quelque chose qui n'est pas juste. Mais tu n'en parles pas. Et les parents, ils ne se rendent même pas compte. Or, si tu es un parent qui a du lien avec ton enfant, ou moi, je me rappelle quand j'étais enfant, à l'époque, il y avait la série Marima qui passait. Et chaque soir, le jour où mon père attendait, dès qu'il rentrait, il s'asseyait au salon et je lui racontais ma journée, ce qu'on a fait. Donc, on a créé du lien depuis enfant. Et donc, c'était pour moi tout à fait naturel de venir lui partager des choses, même qui étaient moins douloureuses, même qui étaient plus douloureuses. Ou alors, même si je ne l'arrivais pas à lui partager, si un soir, il ne me voyait pas, il dit que grand-mère, vous voyez? Et c'est ça donc qu'on veut aussi transmettre aux parents en disant, prenez le temps de créer du lien. Il y a beaucoup de parents ici qui ne se sont jamais assis à leur table pour manger avec leur enfant, qui n'ont jamais causé de tout et de rien. C'est pas absolument quand il y a une situation dramatique qu'on doit causer avec son enfant. On doit pouvoir faire des trucs simples, pouvoir rire avec lui, jouer. Bon, les parents m'ont dit qu'on joue quoi. Mais au moins créer du lien pour qu'ils se sentent assez en confiance pour savoir que même s'il y a n'importe quoi qui se passe, je vais dire à papa, je vais dire à maman et je vais être soutenu. Et ça, l'enfant, il le sent. J'avais vu un dessin qui m'avait beaucoup marqué il y a cela quelques années, qui illustrait parfaitement ce que tu dis. C'était dans une première image, un enfant qui a 3 ans vient voir son père pour que son père joue avec lui. Son père le rejette en lui disant « Non, j'ai pas le temps, je suis en train de bosser ». Et on remonte une deuxième image, beaucoup, genre 20 ans plus tard. Et là, c'est le père qui a pris un peu plus d'âge, qui veut maintenant venir passer du temps avec son fils. Et son fils a des écouteurs aux oreilles et il ne veut pas l'écouter du tout. Et c'est clairement ça. C'est-à-dire que c'est ce que tu n'as pas voulu bâtir à ce moment-là, voilà, que finalement tu vas payer très cher beaucoup plus tard. Donc on a donc cette conviction-là au centre et c'est pour ça qu'on prend le temps d'accompagner les parents. Donc on a lancé une école des parents qui se fait sous forme de cours, mais surtout de beaucoup de retours d'expérience, de petits séminaires où on a des parents qui peuvent partager leur expérience de comment est-ce qu'ils ont fait. Et dans notre école des parents, les parents sont classés en fonction de l'âge de leurs enfants. Si par exemple, toi, tu as des enfants qui ont 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu n'as pas les mêmes problèmes qu'un parent qui a les enfants qui ont 30 ans, qui sont à l'âge de se marier, qui ont des problèmes avec le travail, et ainsi de suite. Et là, il y a beaucoup à faire en termes de retour d'expérience parce que ce qu'on vit, il y a des personnes qui l'ont déjà vécu. Et si on réussit justement à créer le cadre bienveillant où les parents peuvent s'exprimer, partager leur expérience, faire des études de cas, puisque nous, on recueille les cas des parents, on dit « Ok, toi, ton enfant, il a eu telle situation et donc on le rédige et après on peut le partager. Ça fait une vraie étude de cas et les gens peuvent échanger et apprendre comme ça, sans compter les petits coups qu'on donne sur la psychologie de l'enfant, comprendre comment est-ce que l'enfant fonctionne. Et ça, j'avoue ça prend encore le temps de le faire parce qu'il y a des parents qui tout de suite disent c'est génial, c'est tout ce que j'ai envie, c'est vraiment ce que j'ai envie, j'aurais bien voulu avoir ça. Et il y a bien sûr d'autres qui disent quand les enfants nous apprennent quoi, ou alors nos parents ont fait comme ça. Donc, c'est l'entrepreneuriat. Mais je suis convaincue que s'il y a ce changement qui est fait en profondeur, on peut avoir une Afrique différente. Merci beaucoup, Linda. C'est passionnant de discuter avec toi. On pourrait être là jusqu'à demain. À la base, on devait faire une 30aine de minutes. Ça a été tellement intéressant que je pense qu'on a fait plus que le double. La nuit nous a rattrapés dans la pièce.
Mais c'est pas grave. J'estime que la vidéo valait vraiment la peine d'être approfondie pour que les gens comprennent bien ce que tu es vraiment venu faire en fait. Et en fait, c'est ce que tu as dit. Tu es venu pour bâtir une nouvelle société en réalité. Tu es venu pour donner une nouvelle fondation pour des familles beaucoup plus heureuses, épanouies. Et comme j'aime souvent le dire, une société épanouie, c'est une société qui a des familles épanouies. Quand Exactement. on détruit la famille, on détruit la société. Et bien évidemment, on est dans un environnement en Afrique dans lequel la famille, c'est très important. Ouais, c'est la sacré. base. C'est notre sécurité sociale. C'est aussi notre tribunal. Oui, et si on ne fait pas gaffe, on pourrait la détruire sur des choses que l'on peut pourtant clairement corriger. Donc, merci beaucoup pour ce que tu fais. Ne baisse pas les bras. Parce qu'en termes de business, tu es en train d'apprendre les stratégies. Ça prend du temps. On n'est pas ici dans du fast food. Je veux dire, ce que tu es en train de faire va prendre du temps. Mais d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, ton centre, tu auras peut-être besoin de dupliquer à Douala, à Abidjan, ailleurs. Mais ce que tu fais est vraiment, vraiment fondamental. Donc, ne baisse pas les bras. Merci. J'espère que cette vidéo va te donner beaucoup de visibilité, Merci. beaucoup de clients, beaucoup de cap. C'est important. C'est important. Et je t'ai bien dit, un couple qui est sexuellement épanoui, c'est bien pour la famille. Même les enfants le sentent, laisser les parents bavards. Non, ils sont contents, ils sont heureux. Et puis aussi, les enfants le voient. La société est heureuse. La société est heureuse, même au boulot, le travail est vite fait. Puis il faut qu'ils finissent rapidement pour entrer à la maison. On ne stresse pas trop, on ne crie pas trop, zen, on est détendu. Donc c'est important, la base. Merci beaucoup. Donc les amis, s'expliquer, Linda Taku. À très bientôt. À très bientôt, Philippe. Ciao, merci encore.